Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison 3 de SpaceHack, le premier space dédié aux doyens des clubs français. Et au programme de ce space, nous reviendrons bien évidemment sur la nouvelle défaite du Hack contre Lens et nous parlerons des derniers mouvements intervenus lors de ce mercato hivernal. Car oui, ça bouge enfin et même du côté des arrivées, on va en parler tout à l'heure. Mais avant tout cela et avant de faire le traditionnel tour de table, permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2025 et surtout la santé et un maintien à la fin de l'année. Mais donc, avant tout ça, laissez-moi vous présenter la joyeuse bande qui m'accompagnera ce soir. Alors, deuxième covoiturage pour lui qui lui fut tué avec Vivien pour se rendre au stade d'Océane avec nostalgie à fond dans la bagnole. Notre capitaine Romain a pris 10 ans d'un seul coup. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous, ça c'est quelque chose les voyages en voiture avec Vivien, on loupe des sorties, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup. J'allais te demander s'il conduisait bien, mais je pense qu'on a notre réponse, c'est pas trop mal, mais il a un peu le mal Il conduit lentement, ouais. Et il loupe les sorties quand même. Ces vlogs sont comme nos space, en ce moment ça manque de victoire pour être un peu plus joyeux. Thomas est avec nous ce soir, salut Thomas. Salut. Sa calculette à maintien est hors service depuis pas mal de temps. Il se rassure en voyant nos voisins qu'elle est encore plus mal que nous. JC est à nos côtés ce soir. Salut JC. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, meilleurs vœux. Et effectivement, je n'ai plus de piles dans ma calculatrice. Non, évite. On peut compter avec les doigts, malheureusement. On verra l'année prochaine. C'est ça. Remis d'une trachéite carabinée qui l'a empêché de crier lors du match de Coupe de France à Saint-Brieuc. À moins que ce soit la performance de l'équipe qui lui a coupé la voix, je sais pas trop. Clément est en pleine forme et présent ce soir. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Je suis content que tu aies retrouvé ta corde vocale quand même, ça fait plaisir. Moi aussi. Bah ouais. Et le chat noir de l'équipe qui était censé être avec Mickey ce soir, donc j'avais pas prévu de l'introduire, mais il est avec nous ce soir. Bonsoir CSC. Bonsoir à tous. T'es où? T'es dans ton hôtel ou t'es au cœur de la parade là avec Mini? Je viens tout juste de rentrer de l'hôtel. D'accord, ça marche. On te garde avec nous alors. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des demandes d'intervention en cliquant sur le micro en bas à gauche et nous vous ferons entrer dans les débats à n'importe quel moment. N'oubliez pas également le hashtag SpaceHack pour interagir avec nous et bien sûr le chat lié au Space. Alors ça faisait 3 semaines que nous nous étions pas retrouvés et malheureusement du côté du Hack, les choses ne changent pas. Nouvelle défaite ce week-end, la 14e en 18 matchs si on compte le déplacement à Saint-Brieuc. En coupe, cette fois contre le Racing Club de Lens. Et oui, fini ce temps où nous étions la bête noire des 100 et or, le Hack ne fait plus peur à personne, hormis à ses supporters, messieurs. Mais malgré cette défaite, nous allons tant bien que mal tenter de trouver des motifs de satisfaction. Thomas, est-ce qu'il y a des choses positives à tirer de ce match selon toi? Hier oui, parce que même si on est sur une série de 5 défaites, je crois, en championnat, c'est la moins humiliante, la moins ridicule des 5 dernières, on va dire. Il y a quand même eu des éléments hier, j'ai trouvé, qui étaient un peu rassurants, le terme est peut-être un peu fort, mais des éléments qui étaient un peu plus plaisants en tout cas que les derniers matchs. Mais notamment, comme élément positif que j'ai relevé, et je pense qu'il fera plaisir à Clément, c'est le passage à 4 derrière. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Clément? Tu devais être satisfait. Du match extrêmement satisfait. Je me suis régalé sur ton deuxième mi-temps. Non, du passage à 4 en défense, toi qui est qui déteste cette défense. Non, mais c'est pas. Après, moi, tu sais, je suis partisan, je m'en fous, défense à 5, défense à 4. Je suis partisan de jouer avec les qualités de tes joueurs. Et à 5, ça le fait pas. Donc, autant passer à 4. Et c'est la deuxième fois qu'on démarre un match à 4 après Nantes. Et forcé de constater, en première mi-temps, en tout cas, on a fait vraiment jeu égal avec Lens. On aurait pu, je pense, même mériter de rentrer au vestiaire avec au moins un but d'avance. Et bon, voilà, on a joué à 4. La deuxième, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, si tu me demandes un point positif, ouais, c'est la première mi-temps avec ce 4-2-3-1 ou 4-4-2 en fonction du placement de Sabi qui a été relativement intéressante, en tout cas au niveau tactique. Robin, toi qui avais fait le déplacement au stade d'Océane, qu'est-ce que tu as pensé notamment de cette première mi-temps du Hack? Il était temps de se faire pardonner par rapport aux dernières prestations, notamment à Saint-Brieuc et à Marseille.
Ouais, alors puisque t'es parti sur le positif, on va rester dessus. Alors oui, forcément, on a pris du plaisir à regarder les 20-25 premières minutes de ce match. Forcément, il y a le but aussi. Oui, c'est plus positif. Alors pour revenir sur la défense, à 5, on prenait valise sur valise. Alors il était quand même temps d'essayer autre chose. Force est de constater que ça marchait pas, donc il était quand même temps de passer à autre chose. Et je finis sur une note négative quand même ou pas? Parce que Comme tu veux. non, mais j'ai pas trouvé que le problème qu'on a ces derniers temps où on baissait les bras au bout du premier but encaissé, finalement on l'a un petit peu revu quand même sur ce match-là, parce que ok, on était devant au score, mais quand les Lensois marquent le but, moi je trouve que c'est à partir de ce moment-là où il y a la suite du match, quoi. C'est toi qui vas pas rester longtemps avec nous. Qu'est-ce que toi tu retires de cette première mi-temps? Est-ce que tu as quand même des éléments positifs? On va revenir évidemment sur ce qui n'a pas allé, puisque pour rappel le Hack a perdu. Si on avait besoin de le rappeler. Est-ce qu'il y a des choses positives que tu as retirées de cette première mi-temps? Moi, j'avais notamment noté la très bonne prestation d'Antoine Joujou. Je sais pas si tu veux revenir sur ça ou sur autre chose, mais n'hésite pas. Je vais revenir sur Antoine Joujou si tu veux, et je vais essayer d'être original puis sur autre chose après. Antoine Joujou, c'est vrai qu'il avait fait une entrée à Marseille plus ou moins convaincante, mais au moins il repart du Vélodrome avec une passe D, et je pense qu'il est sur sa lancée, qui repart, qui remet un peu la marche en avant, on va dire. Et puis pour ajouter une autre note positive, c'est André Ayou qui confirme et qui remarque un deuxième but en 2 matchs. Donc pour moi, ça reste quand même positif. Un attaquant qui marque sur 2 matchs d'affilée, je trouve ça rare, surtout chez nous. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps déjà qu'on n'avait pas d'attaquant qui marque de but. Elle a 2 fois de suite. Ça nous chamboule quand même dans nos petites habitudes, mine de rien. JC, tu es le dernier qui nous a pas donné ton ressenti sur ce match. En tout cas, pour les aspects positifs. Évidemment, les aspects négatifs vont être un peu plus importants, mais j'aimerais quand même qu'on essaie de trouver un peu de positif par rapport à ce qu'on a vu hier. Bien sûr. Déjà, un premier élément positif, c'est le premier but qu'on marque à domicile dans le jeu depuis Auxerre. Donc, mine de rien, ça paraît ça fait un bout de temps. Même c'est quand même la base du foot, de marquer des buts dans le jeu, mais c'est vrai que c'est le premier. Je rejoins CSC sur le match d'Ayou. Pour moi, c'est son meilleur match depuis son retour. Vraiment, il a été présent jusqu'à sa sortie dans ce premier pressing en fait, auprès des Lensois. Après, il y a des éléments négatifs. C'est plus individuellement, je dirais, notamment Salmier, que j'ai trouvé quand même assez décisif, mais dans le mauvais côté des choses. Et aussi Nego. En fait, ce côté, notamment le côté droit, en fait, là où je pense qu'il y a vraiment des choses à refaire. Après, sinon, de manière générale, on a fait ce qu'on a pu contre une équipe qui est bien plus forte que nous, mais on le savait déjà. Et tu parles de Loïc Nego, justement. Clément, il était plutôt placé au milieu de terrain pendant la rencontre. C'est pas vraiment le poste où on l'attend. Moi, je l'attends pas forcément non plus sur le terrain, d'ailleurs. Non, mais à Saint-Brieuc, il a été nul, mais nul. Là, il a été nul. Donc lui, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Ça me dépite un peu. Franchement, non, mais il confirme match après match. Ouais, mais c'est pas. Enfin, je vois pas, je comprends pas. C'est pareil encore. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Encore sur le terrain. Targaline, il est plus au club. Pourquoi il rentre en seconde mi-temps? Enfin, Digard, il nous sert des discours comme quoi il va mettre à l'écart certains joueurs. Il a mis qui à l'écart? Le mec qui lui parle plus, c'est le premier à rentrer. C'est super. T'as le discours et t'as les actes aussi, mon gars. Au bout d'un moment aussi, faut faire des choix, il en fait pas. Donc non, Nego, il a été nul. Je suis désolé, c'est un mec qui a de l'expérience. C'est à lui normalement de mener, en tout cas, la révolte. Il n'y a pas eu de révolte. Donc non, normalement, il aurait pas dû être sur le terrain. Enfin, après, pour répondre à ta question, oui, il a joué ou tenté de jouer milieu droit. Voilà, c'était avec Salmi derrière lui, mais j'aurais pas vu un mec comme ça milieu droit. J'aurais préféré, je sais pas, n'importe qui, Soumaré si tu veux, encore, mais pas Nego, quoi. D'accord.
Non, ben voilà, puisque tu entames les direct les aspects négatifs, on va y arriver. Juste ce match face à Lens était le dernier de la phase aller. Petit bilan et vraiment pas joli bilan. Le Hack est donc 17e et avant-dernier de Ligue 1 avec 12 points en compteur, 4 victoires pour 13 défaites. Les nuls, on connaît pas. Les Marines ont 4 points de retard sur le barragiste Saint-Etienne. Bref, ça va mal. Sale début de saison et j'ai envie de dire sale année 2024 JC. Bah t'as tout dit. Je sais pas qu'est-ce que je peux t'ajouter de plus. Enfin là, mathématiquement, ça le fait pas du tout. On a Montpellier qui est derrière. Moi, je peux pas me contenter de ça. Donc, franchement, je sais pas quoi dire. Comment dire, moi, j'y crois plus vraiment. Enfin, pour être honnête avec vous, déjà depuis un petit moment. En fait, plus ça va et moins ça va. Et la problématique qu'on a, c'est que vu qu'on veut absolument conserver le coach, en fait, on n'a pas cet électrochoc. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'on va mourir avec nos idées. Et voilà, c'est ça qui me gêne. En fait, 14 ans de Ligue 2, tu remontes en Ligue 1. J'aimerais qu'on se batte un peu plus, notamment pour une deuxième saison. Et j'ai pas l'impression qu'on part dans ce combat. J'y sais, attends, enfin, eux, ils s'en foutent, les trois quarts de l'effectif, ils sont libres dans 6 mois, donc, eux, à la limite, ils iront jouer à Bourg-en-Bresse ou à Villars-Bocage, ils vont pas rester au HAC, donc, ça fait même peur pour la saison prochaine. Bah, franchement, on a compté, il va nous rester combien de joueurs? 12, c'est ça? Et encore, avec les retours de presse, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc tu vois déjà quand t'as une situation comme ça part mal. Comment tu veux que les gars, tu te dis bats-toi et puis on verra à la fin de la saison où tu vas? Non, déjà ça c'est bon, après il y a des contrats qui sont en cours de renégociation là quand même. Comment tu veux renégocier? Ils sont gentils. Un Casimir qui est en négociation, tu vas lui dire quoi? Bah oui, on te négocie ton contrat et on est reparti pour 14 ans de Ligue 2 dont 3 avec toi. Non, le gars il peut jouer en Ligue 1. Je pense qu'il a prouvé en tout cas qu'il pouvait jouer dans une petite équipe de Ligue 1. Je pense qu'il va y aller. Moi à sa place en tout cas, je n'irai pas renouveler avec le HAC. Ouais, alors on parlait donc de l'année 2024. Le HAC globalement n'a pas changé d'effectif par rapport à la saison dernière, presque, vraiment très peu de changements. Mais ce qu'on remarque, c'est que des joueurs ne sont plus du tout dans le même état de forme. Romain, notamment Arthur Desmas, celui qui fut une muraille depuis l'épopée en Ligue 2, n'est plus aussi invincible que ça, n'est-ce pas? Ouais, alors si je peux revenir sur mon tweet, parce que je veux bien parler d'Arthur Dessois, c'est du niveau qu'il a en ce moment ou depuis le début de saison, mais le tweet était pas vraiment pour dénoncer le niveau d'Arthur Dessois, mais plutôt parce que j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé en tribune, j'en ai parlé avec Vivien en retour en voiture. C'est pas un grand reproche, il y a pas de méchanceté, vous voyez pas de méchanceté là-dedans, mais c'est vrai que je trouve que le speaker en ce moment, dans la situation où on est, il en fait peut-être un peu trop. Et quand il présente Arthur Desmas, alors visiblement c'est pas la muraille, mais c'est le mur. Mais bon, c'est pareil. Je trouve pas que ça va l'aider parce que on a pris 36 buts depuis le début de l'année et on n'a pas vraiment de mur à l'arrière. Alors voilà. Donc du coup, je me suis fait un peu par agresser, mais on m'a répondu sur Twitter et oui, non, je mettais pas forcément en avant que le niveau d'Arthur Desmas et bien sûr qu'un gardien il prend 36 buts, c'est aussi à cause du niveau de sa défense, bien évidemment, et du niveau global de l'équipe de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais sinon, pour en revenir à Arthur Desmas, il a prouvé en tout début de match à Lens que il voulait pas faire de 6 mètres, il a voulu la redonner de l'arrière et on s'est fait avoir sur le premier la toute première passe sur un dégagement sur 6 mètres. Donc après il a fini par dégager le reste du match, il a fini par dégager comme un gardien normal, parce qu'on n'est pas le Barça, on sait pas repartir de derrière comme ça, enfin on est le HAC. Donc voilà, moi non, c'est son jeu au pied qu'on peut lui reprocher. Et puis oui, il est moins décisif que ce qu'il a été l'année dernière, mais après je lui jette pas la pierre, c'est comme tout le reste de l'équipe en fait. Et c'est vrai que j'étais étonné de lire qu'on aurait pu avoir Gorjolin, mais ça m'aurait pas forcément déplu parce que si on cherche des changements, on cherche des électrochocs, pourquoi pas? Et pourtant, j'ai pas non plus, je suis pas contre Arthur Desmas. Encore une fois, je pense qu'il est au niveau du reste de l'équipe. Donc, mais pourquoi pas? Si on cherche des électrochocs, pourquoi il ne l'a pas fait? Moi, j'aurais été intéressé de voir ça.
C'est toi qui es le gardien de l'équipe et qui est plus spécialisé sur ce poste-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, voilà, sur le fait sur la possibilité de titulariser Mathieu Gorgelin à la place de Arthur Desmas, en sachant qu'il avait fait globalement quand même un très bon match à Saint-Brieuc, mine de rien. Enfin, il nous a sauvé la baraque à de nombreuses reprises là-bas, même si on perd 1-0 évidemment. Alors, moi, j'en avais discuté avec vous. Je trouvais pas l'idée de Digard déconnant sur le fait que Paris-Normandie sorte que Gorgelin serait sûrement titulaire. Pourquoi pas essayer? Après, au vu du match, alors effectivement, son jeu au pied est problématique et on avait décortiqué ça avec Vivien quand on est passé sur le média local de Marseille. Mais sur ce match contre Lens, alors j'ai revu les buts 20 fois. Alors peut-être que sur le premier, je sais pas, il hésite à sortir, c'est vrai, il tergiverse un peu. Sur le deuxième, bon, c'est compliqué. Le centre, il est parfait dans une zone où chercher un ballon, c'est compliqué. Après, hormis ça, sur le match, hormis son jeu au pied, je l'ai pas trouvé déconnant sur la ligne où il nous sauve 2-3 balles de 3, de 3-1, de 4-1. Enfin, voilà, le problème, c'est ça. C'est en fait, on prend des buts, mais à côté de ça, il est capable de nous sortir 2-3 arrêts qui nous empêchent de prendre vraiment une grosse tôle à chaque fois. Donc franchement, je sais pas vraiment quoi dire et je pense que c'est très difficile de juger. Après, je pense que tu peux mettre n'importe quel gardien avec une défense comme ça. Peut-être que tu prends moins de buts, mais sur 36, avec, bah, je dis des conneries, mais avec Neuer, sur 36 buts, t'en prends 29 ou 28, mais t'en prends moins, mais t'en prends quand même. C'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il est pas dans il est pas dans une bonne forme. Il est dans une spirale négative, un peu comme toute l'équipe, quoi. Ouais, tout à fait. Et justement, on parlait de la défense parce que évidemment, si on prend beaucoup de buts, c'est aussi le gardien, mais c'est aussi à cause de la défense. Thomas, ce qui faisait notre force en Ligue 2 et l'année passée en Ligue 1, puisque pour rappel, on finit quand même dans le milieu de tableau de mémoire sur les meilleures défenses. Notre force, est-ce qu'elle n'est pas devenue aujourd'hui une faiblesse beaucoup trop importante? Tout en sachant qu'on a les mêmes joueurs. Youté et Salmier, par exemple, sur le dernier match, n'ont pas été bons du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je crois que de mémoire, je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûr, mais je crois qu'on finit 8e ou 9e défense, effectivement, ou quelque chose comme ça. Enfin, non, 8e ou 9e, c'est peut-être trop. Enfin, on finit pas trop mal classé pour un promu. Oui, non, cette année, on explose littéralement, mais il y a plein de facteurs. Effectivement, Desmas, il est un peu moins performant que l'an dernier, mais enfin, encore hier, je trouve que effectivement, je suis assez d'accord avec Quentin, il nous en sauve quelques-unes. Je vois pas trop ce qu'il peut faire sur le premier, honnêtement, j'en vois beaucoup plus à Youté qui est pas au marquage que à Desmas qui est quand même assez loin. Le deuxième, on peut peut-être en débattre un peu plus. Mais pareil, à Marseille, il en prend 5, mais enfin, il y a combien de vagues il se prend dans la tronche? Le problème, effectivement, c'est un problème global défensif. On est plus haut niveau. Même au pressing, je trouve qu'on n'y est pas. Tu sais, l'an dernier, on faisait quand même du gros pressing. On essayait d'être rapidement à la récupération. Cette année, je trouve on y est moins, quoi. Enfin, clairement. Et du coup, bah oui, ouais, t'as tout qui part un peu en sucette. Alors après, on s'est fait aussi une spécialité de se prendre des branlés, des 3, des 4 et des 5 buts. Bon, c'était déjà un peu plus rassurant hier. Mais voilà, donc moi je trouve ça un peu gonflé de remettre la faute sur Desmas, de pointer Desmas plus qu'un autre. Enfin voilà, encore hier il est très bon sur sa ligne, il sauve 2-3 balles. Voilà, que je suis pas sûr que Gorgelin aurait pu sauver par exemple ou Paul Arnier. J'ai vu certains qui réclamaient Paul Arnier. Je pense qu'il faut le laisser grandir tranquillement. Et surtout, le débat sur le gardien, il est à double tranchant, hein, parce que si tu changes pour Gorgelin, que Gorgelin il fait pareil, voire même il fait une boulette, parce qu'il faut pas oublier que Gorgelin nous en avait fait quand même quelques-unes des boulettes à l'époque, bah d'après t'as deux gardiens qui sont plus en confiance, hein, et puis après, vas-y, amuse-toi. Donc ouais, il y a des problèmes défensifs, il y en avait un peu moins hier, mais notamment, et là je reviens sur les trucs positifs dont on parlait au début, parce que hier il y avait dans l'état d'esprit quelque chose d'un peu plus intéressant. Il y avait plus de combativité, plus de solidarité, plus de sacrifice. Hein. T'as Lloris, je crois, qui 2 fois sauve la balle de son corps, et celle sur la ligne, mais il y a aussi un tacle à un moment où il sauve une frappe. Des gars voilà qui se mettaient un peu plus le cul par terre, qui avaient un peu plus envie de défendre pour le copain à côté, et ça effectivement, ça nous a manqué. Quand tu le retrouves, bah déjà t'as une équipe qui est beaucoup plus cohérente défensivement. Hein. Hier Lens. Et c'était une belle équipe de Lens, hein. Hier, ils étaient pas aux fraises. Et hier, Lens, c'est 25 tirs, hein, quand même, hein. Donc,
25 tirs, et t'arrives 23 fois sur 25 à faire que ça aille pas au fond des filets. Donc voilà, il y a des gars qui ont mis la main, qui ont mis le pied, il y a un gardien qui a essayé de faire le taf. C'est nettement mieux que ce qu'on avait depuis quelques matchs. Maintenant, ça reste malheureusement insuffisant par rapport à l'apport offensif qu'on a à côté, quoi. Ouais, merci Thomas. C'est vrai que tu as cité Gauthier Lloris. Ça reste l'un des seuls, en tout cas l'une des seules satisfactions, je trouve, de cette saison. Il est toujours plus ou moins au même niveau que la saison passée. Et c'est vrai qu'hier, il a évité de nous en prendre plus que ce qu'on a pris. Et voilà. Est-ce que Guillaume, juste pour revenir, oui, Clément, je t'écoute. Sur ce qu'on disait sur la défense, t'as raison Thomas quand tu parles de motivation. Il y a un gros problème d'intensité, en tout cas, qui est mis par les joueurs. Alors après, en première mi-temps, pour moi, j'ai vu franchement aller pendant 30 minutes, ouais, peut-être que, comme disait Romain, jusqu'au but peut-être. J'ai eu la sensation d'avoir quand même retrouvé cette équipe, de ce qu'on a vu l'an dernier, où ils se battaient tous les uns pour les autres. Et c'est vrai qu'après le but, t'as l'impression que ça s'est un peu délité, mais surtout c'est la deuxième mi-temps où ils sont pas du tout rentrés dedans. Et je pense pour moi le maître mot, c'est même pas un problème de niveau, parce que ça encore il y a le débat sur le niveau, mais c'est l'intensité. C'est clairement insuffisant quand tu joues ta survie en Ligue 1. L'intensité qu'ils mettent, même si c'était Granville ou Canet-en-Roussillon qui jouait, t'as une intensité à mettre. Je m'en fous du niveau, mais tu y vas. Je voyais, t'avais des ballons qui passaient à 2 mètres d'eux, t'avais personne pour intervenir. Là où il fallait mettre la tête, ils y allaient pas, machin. Mais le nombre de ballons qui traînent dans la surface parce qu'il y a pas un mec qui sait mettre le pied, machin truc, franchement, c'est insupportable. Au moment, faut qu'il y aille. Et après, je sais pas s'ils sont beaucoup dépensés en première et en deuxième, ils avaient un peu plus de difficultés physiques, mais en tout cas, ce qui me saoule, c'est de voir Le Havre avec deux visages comme ça. Mon premier visage où franchement t'aimes bien, tu vois une équipe qui se bat, et le deuxième visage, bah tu retrouves Le Havre que t'as vu des matchs précédents, et ça c'est ça qui m'insupporte, parce que je suis sûr, et ça je pense je le dis, je dirai jusqu'à la fin, mais ces joueurs-là, ils sont capables de se maintenir, même si tout le monde dit ils ont pas le niveau. Ils sont capables de se maintenir, ils l'ont déjà fait, et je suis sûr qu'ils peuvent le refaire. Après, il y a des circonstances qui font que, mais pour moi, t'as pas le droit, quand t'es joueur pro, t'as pas le droit de pas mettre l'intensité, surtout quand tu joues ta peau. Encore, si tu joues à 10e place, que tu fasses 1, 2, 3 matchs comme ça, je m'en fous. Mais quand tu joues ta survie en Ligue 1 alors que t'as galéré pendant 14 ans, franchement, j'ai vraiment du mal à comprendre la deuxième mi-temps qu'ils ont fait, et encore plus les matchs précédents. Je parle même pas de Marseille, mais même Saint-Brieuc, quoi, c'est indécent. Romain, toi, à quoi tu imputes cette baisse de régime en deuxième mi-temps? Est-ce que pour toi les joueurs sont cramés, ou est-ce que certains en ont plus rien à foutre et se laissent aller? Voilà, j'aimerais ton retour là-dessus. Plus rien à foutre, je sais pas, mais il y a un sentiment général effectivement où ils en font pour moi ils en font moins que ce qu'ils pourraient produire. Maintenant, d'où ça vient? Je pense que si j'avais la réponse, on me mettrait sur le banc du HAC en ce moment, non? Quand tu veux, vas-y. C'est une très bonne idée, on va se cotiser. Oula, je sais pas si c'est une bonne idée, non, mais, enfin, la seconde période, elle est, enfin, on n'a rien montré, et puis des situations dans notre surface, il y en a eu combien? Il y en a eu plein. Enfin, je veux dire, tout à l'heure, Clément, tu dis qu'il n'y a pas une jambe qui traîne, etc. Bon, j'ai envie de te dire, oui, de temps en temps, heureusement qu'il y en a une quand même, parce qu'on a réussi quand même à contrer des tirs ou je ne sais quoi de quelques actions lensoises. Mais il y a eu tellement de situations où ils étaient dans notre surface. Enfin, cette seconde période. Alors ça s'est ressenti aussi en tribune. D'ailleurs, j'étais en COP. Alors j'étais dans COP bas au début première mi-temps, COP haut deuxième mi-temps. Et je sais pas, le capot, il a chanté enfin, ils ont lancé une chanson qu'ils ont repris pendant toute la deuxième mi-temps, quasiment, je crois. Enfin, deuxième mi-temps, tout s'est écroulé, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Cramé, je crois pas. Franchement, je crois pas. On a Jim qui a souhaité intervenir. Bonsoir Jim. Oui, bonjour à tous, meilleurs vœux à tous. Bonjour Mike, qui se reconnaîtra. Donc déjà, mea culpa, hein, j'étais déjà intervenu pour essayer de sauver le soldat Didier Digard. Après, je dirais que là, c'est par rapport à tout ce début de saison, c'est une
une perte de flamme. Ça se voit dans le regard des joueurs, dans une envie. Il y a plus cette flamme qu'on avait ces 2 dernières années dans le regard, comme disait, prêt à se mettre le cul par terre pour le collègue d'à côté. Il y a plus cette envie. Et là, sur le match, honnêtement, bon, beaucoup de gens font des louanges de Lens, mais Lens était prenable. Pour moi, Lens était prenable. Le problème, c'est que le 11 qu'on avait sur le terrain n'a pas fait le taf jusqu'à la fin du match parce que beaucoup étaient HS physiquement. Et notre gros énervement qu'on avait nous en étant en tribune, c'est surtout le fait qu'il n'y ait aucun joueur du banc qui soit prêt en cas de changement. Tout a été fait, enfin voilà, à l'arrache. Désolé pour Didier parce que c'est un Bézo que j'adore en tant que joueur et je suppose qu'en tant qu'humain, c'est quelqu'un de génial. Mais là, il a pas donné les billes à ses joueurs pour ceux qui étaient crevés dans la deuxième partie du match pour faire tourner. Faut essayer hein, par moment. Donc voilà ce que je voulais dire et puis encore mea culpa pour avoir essayé de sauver le soldat Didier Digard, mais là moi quand je vois qu'il fait -2 et que t'envoies personne à l'échauffement et que t'envoies Targa à l'arrache parce que il y a blessure, non là pour moi c'est pas possible et c'est pas correct. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Gilles, merci beaucoup. Alors on a Alexandra qui souhaitait intervenir, je pense qu'elle souhaitait réagir. Bonsoir Alexandra. Bonsoir, meilleurs vœux à tous. Également. Je voulais, c'est Jim, je crois, qui vient d'intervenir. Tout à fait. Justement, je voudrais poser une question. Moi, j'ai jamais dirigé un club de foot, enfin, j'ai jamais été entraîneur ni quoi que ce soit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Peut-être que personne ne va être en mesure. Justement, ma question hier, elle a été franchement, mais j'ai été choquée. Est-ce que c'est normal, quand les températures se rapprochent de 0, qu'on ait aucun joueur qui aille s'entraîner? Premier point. J'ai regardé, à Lens, ça s'entraînait, mais je pense que pour moi, c'est une question de logique, mais en effet, je n'y connais rien à ce niveau-là, donc peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que pour les organismes, il faut pas, mais j'avoue que moi, hier, j'étais comme les joueurs, j'avais ma petite couverture dans ma tribune de vieux, j'anticipe avant que vous le disiez. J'avais ma petite couverture, on m'aurait dit: «Rentre sur le terrain» et je vous avoue que quand j'ai vu qu'il s'entraînait pas, il y a aussi le fait d'envoyer Targaline, tu envoies le message, en face à l'entraîneur en face, là, tu es au courant que c'est ce joueur-là qui va rentrer puisque tu en as aucun autre qui s'entraîne. Après, c'est Casimir, tu envoies le message que ton prochain joueur qui rentre, c'est lui. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est l'histoire de la température. Et j'ai dit à mon fils: «Mais il est fou, il est pas à l'abri qu'on se prenne un rouge, un joueur blessé, il fait comment?» On a eu le cas, Touré est sorti, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais Issa est rentré sans s'être échauffé. Alors OK, il s'est échauffé le match était à 15h, il s'est échauffé à 14h10, mais après il s'est échauffé quand? Donc peut-être que j'ai tout faux et c'est pour ça que là, c'est juste une question, c'est pas enfin si, j'ai quand même dit ce que moi je pensais, mais si quelqu'un a la réponse. Voilà, c'est tout. Ouais, merci Alexandra. Alors nous sur DAZN, entre guillemets, malheureusement à la télé on voit rien et eux non plus voient rien puisqu'ils se plantent une fois sur deux sur le nom des joueurs du hack. Mais passé à ça, effectivement, on en parlait. Je crois que c'est Thomas qui nous disait que les joueurs ne s'échauffaient pas. Je confirme, hein, encore sur ce match-là. Hein. C'était choquant, c'était choquant. Ouais. Et c'est, je pense qu'Alexandra, même sans avoir entraîné d'équipe, je sais pas ce que vous en pensez vous les gars, mais effectivement, quand il fait cette température et même au-delà, même quand il fait bon, tu vas t'échauffer avant de rentrer sur le terrain. Tu rentres pas à froid comme ça. Je comprends pas le principe. Ça, d'une part. D'autre part, on dit après en conf de presse que les gars étaient crevés et tout en seconde mi-temps. Tu fais un changement à la 72e et les derniers, 83e et 84e minute, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Donc oui, Thomas, je te laisse t'exprimer. Ouais, mais je suis assez d'accord avec effectivement ce qui est dit. J'ai un moment.
tu deviens lisible en fait. Il y a plusieurs avantages, je pense quand même à faire s'échauffer plusieurs joueurs. C'est que déjà effectivement ça permet à l'adversaire de pas forcément lire ce que tu fais, surtout Cool Steel. C'est pas le plus mauvais tacticien du championnat, donc si tu lui dis bon Targaryen va rentrer, il sait déjà ce qu'il va éventuellement reprogrammer dans son équipe. Puis au-delà de ça peut permettre de concerner les joueurs, quoi, de leur dire bah allez, vous allez vous échauffer parce que peut-être que vous rentrez dans 5 minutes plutôt que de les laisser tranquillement avec comme Alexandra avec la petite couverture sur les genoux en tribune. Les mecs ils vont peut-être se sentir un tout petit peu plus concernés. Et puis ouais effectivement 2 minutes ouais Targaryen, je veux pas dire de bêtises, qu'effectivement moi je regardais la télé hier, mais ils l'ont annoncé ouais il a peut-être fait aller 2-3 minutes d'échauffement, ça me paraît quand même vachement léger avant de rentrer. Et puis au-delà de ça, effectivement, oui, quand t'as un blessé, bah, si t'as tes mecs à côté qui sont tous froids, pas chauds, pas forcément motivés parce qu'ils s'attendaient pas à rentrer. Ouais, et en plus, voilà, comme on disait hier, et comme on disait sur la conversation, j'ai un moment où effectivement tu vois que ça pique à partir de la 60e. Enfin, Sabi, c'est son premier match complet depuis je sais pas quand, je sais même pas quand date sa dernière titularisation. C'était évident qu'il allait pas avoir 90 minutes dans les pattes. En plus, Sabi, c'est quand même le mec qui se dépense à un minimum. T'aurais dû prévoir que oui, va falloir faire rentrer quelqu'un assez tôt dans la deuxième mi-temps. Donc ouais, autant voilà sur Digard, il y a encore des aspects positifs dont on parlera peut-être pour moi. Autant là, ouais, sur la gestion des remplacements hier, c'était franchement pas loin d'être ce qu'on a vu de pire depuis un petit moment, quoi. Monsieur François Manoury nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur François. Comment vas-tu? Il faut juste que tu actives le Il est micro resté en au bas à Vélodrome gauche, en train de François. commenter le match du Hack, bah non. désolé. Non, on était sur France Bleu tous les deux tout à l'heure. Il était avec moi. Non, j'avais. Bonsoir. Ouais, salut. J'avais une question à vous poser parce que à la mi-temps du match à Marseille, j'ai constaté que il n'y avait pas le petit échauffement avec Thomas Joubert, le préparateur physique. Ils sont ressortis des vestiaires et ils se sont regroupés au milieu de terrain. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre, ça change le protocole. Et hier, j'ai pas bien fait attention. Est-ce que le rituel avec Thomas Joubert, vous l'avez vu ou il y a quelque chose qui a changé parce que Avec la petite échelle posée au sol, là, non? C'est ça que tu parles ou l'espèce de petit... Ouais, Oui, pour moi, c'est ça dont il parle. Et moi, Mais il y a pas eu, je crois pas. Hein. et Non. ben moi, je sais pas, j'avais l'impression de l'avoir vu, alors comme quoi. Ah merde. Non, mais il y a forcément un de nous deux qui se plante, hein. Mais j'avais l'impression. Moi, j'avais l'impression. Thomas, t'étais à la buvette ou est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à la mi-temps? J'étais à ma buvette, je devais être en train d'aller me chercher une bière dans le frigo, mais j'ai rien vu. Ah oui, t'étais pas au stade, toi, c'est Non, vrai. il était pas. Pas hier. Non. Eh ben, si quelqu'un d'autre a vu, voilà, si quelqu'un d'autre était au match et veut en parler de ce qui s'est passé à la mi-temps. Je voudrais revenir sur un truc, François, je profite. Il y a pas mal de personnes qui disent que les joueurs étaient cramés en seconde période. Tu t'as trouvé qu'ils étaient cramés? Apparemment, des gens disent qu'ils s'entraînent énormément et que du coup, ils étaient cramés en seconde période. bah non, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai pas eu cette impression, non. Non, moi non plus, j'ai pas eu cette impression. Moi, alors sur ce sujet-là, je trouve qu'il y a quand même un décalage et j'en avais parlé, je sais plus trop quand. Je trouve que à partir de la 60e, 70e, je trouve que tous nos joueurs à chaque fois, on baisse totalement de régime et je trouve qu'il y a un gros problème physique. Alors c'est mon impression, hein. Moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais pour moi j'ai vu ce constat-là plusieurs fois. Donc voilà. Non mais c'est pas déconnant, mais je pense qu'il y a il y a une prépa physique qui n'est pas respectée. Donc je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a plus un problème mental que physique. Hein. Bon, après, on peut toujours revenir aussi sur le physique de nos joueurs par rapport à d'autres équipes, mais ça, c'est encore autre chose. C'est une question de moyens. Mais je trouve qu'il y a plus un problème mental que physique. Et vous avez pas vu comment ils finissent à Marseille? La plupart ont fini. Alors, ok, ils avaient pris, ils avaient pris 5-1, mais j'en ai vu beaucoup finir les mains sur les hanches et tout. Moi, je crois que Rassoul, il rentre en cours de match en deuxième mi-temps. Et je crois que DAZN, quand ils font un gros plan sur lui à la fin du match, mais je le trouve exténué. Alors si je peux ajouter un commentaire sur ce match, j'ai pour moi qui était au stade, hein, franchement, les joueurs enfin Marseille, ils ont une façon de tourner le ballon. Voilà, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est quand même assez ouf. Et franchement, les Havrais, malgré qu'ils en prennent 5 sur ce match, je trouve qu'ils ont énormément couru. Et quand tu cours derrière la balle comme ça pendant 90 minutes, c'est vraiment pas évident.
Et c'est vrai que tu me parles de Ndiaye, mais il n'y a pas que lui. C'est Joujou qui m'a plus impressionné, c'est qu'il est rentré et il a enchaîné que des sprints pendant 25 minutes. Et sprint, et sprint, et sprint. Et franchement, il finit le match, il est complètement carbonisé. Mais on est d'accord, là, une fois encore, on est nous pas sportifs de haut niveau, donc on dit des choses, on n'a peut-être pas raison. Mais on est d'accord que pour un sportif de haut niveau, le physique et le mental, ça va de pair. Si tu en as un qui va pas, le joueur qui a tout le temps des blessures, bah, dans la tête, ça va pas aller. Et si ton mental, il va pas, ton corps, il suit moins. Donc moi aussi, j'ai le sentiment, alors que c'est le même staff, donc je vois pas pourquoi physiquement on aurait des problèmes qu'on n'avait pas les saisons précédentes. Mais je pense que si les joueurs vont pas bien mentalement, ça va forcément aussi se ressentir sur le physique. Enfin, moi, c'est ce que je me dis quand j'ai le sentiment que physiquement, ils vont pas bien. Moi, pour moi, ça va de pair pour un sportif de haut niveau. Et s'il y a un des deux qui fonctionne pas, bah, pour moi, les deux ne vont pas. Mais ça fait quand même un bout de temps. On parlait de la deuxième mi-temps ou alors des joueurs cramés, plus motivés ou quoi que ce soit. Ça fait quand même pas mal de matchs où on voit l'équipe bien jouer ou plutôt pas mal jouer sur les premières minutes ou les premières mi-temps et s'écrouler totalement en seconde mi-temps. Donc, à quoi vous expliquez ça je sais pas si quelqu'un veut répondre à ce sujet-là, mais c'est vrai que nos deuxièmes mi-temps sont quand même vraiment dans l'ensemble ignobles. J'ai pas souvenir d'une bonne deuxième mi-temps de cette saison. Bah, il y a des gros trous d'air, c'est sûr qu'il y a des gros trous d'air et c'est là qu'on prend souvent les buts. Après, moi au contraire, c'est vrai que je trouvais que souvent on entamait bien nos deuxièmes mi-temps jusqu'à la 55e, 60e. Après, on relâchait un peu le pied. Mais après, là sur ce match spécifiquement contre Lens, je pense que c'est surtout le deuxième but qui nous fait mal. Et puis après, tu rentres au vestiaire, tu te dis bah t'aurais pu quand même, rentrer au vestiaire en ayant en tout cas les 3 points à la mi-temps et tu te retrouves avec le nul. Et je sais pas après ce qui se dit dans le vestiaire. Ce qui choque aussi pour moi, c'est quand même les changements qui ont été ultra tardifs. Alors je parle pas de Targaline qui est rentré en premier, mais après ils sont rentrés quoi à la 90e minute, je crois. Alors que tu voyais 83e minute, ouais, les deux changements, Casimir et Soumari qui sont rentrés. Tu voyais que ça allait plus quoi sur le terrain. Il y avait plus aucune action construite. Les joueurs se trouvaient plus. Ça tirait un peu la langue. Ouais, mais après c'est compliqué d'expliquer ça. Pour moi, je pense qu'il y a un problème avant tout psychologique où t'as plus aucun guide dans l'équipe. On l'a vu, Ayou a pris ce rôle-là, et puis une fois qu'il est sorti, t'as eu plus grand monde pour gueuler ou pour replacer les joueurs. Donc je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui expliquent ça, mais c'est compliqué de répondre à la question avec un seul facteur. On a fait rentrer Nicolas dans les débats. Nicolas, bonsoir. Bonsoir à tous, meilleurs vœux pour cette année 2025. Merci Nicolas, toi aussi. Merci. Je voulais revenir par rapport au manque de physique en deuxième période, mais je pense que l'équipe par rapport à la saison dernière a beaucoup moins la possession de balle. On arrive encore hier avec seulement 30 possessions de balle, 30%. Et je pense que le fait de courir tout le temps après le ballon comme ça use beaucoup plus les joueurs. L'année dernière, sous Elsner, on avait beaucoup de phases de jeu où on faisait tourner le ballon, on préparait les actions. Et là, cette année, on le voit beaucoup moins. Il y a beaucoup de matchs où on sort avec à peine 30% de possession de balle. Et je pense que le fait de courir tout le temps derrière la balle, ça use beaucoup les organismes. Ça, et est-ce que aussi le fait, parce qu'on se fait énormément presser, mine de rien, je pense que les équipes, ils savent comment nous jouer. Le fait également de se faire presser comme ça très très haut, enfin dans notre camp, est-ce que ça joue aussi, je pense, sur la fatigue. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce que dit Nicolas par rapport à cette fatigue, Thomas, Romain, peu importe. Est-ce que vous voulez rebondir sur tout ça? Bah, c'est vrai qu'hier, je sais plus à combien de possession. On finit à 30%. Ouais, c'est ça, ouais, je crois qu'on est autour des 30%. Bah ouais, tu passes ton temps à courir, bon, surtout la deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a peut-être tenu un poil plus le ballon. Mais ouais, quand tu passes ton temps à courir, c'est sûr qu'au bout d'un moment, t'en as quelques-uns qui risquent de piocher. Et au-delà de ça, c'est usant physiquement, mais je pense que c'est aussi usant mentalement. Quand tu vois pas le ballon pendant 45 minutes, parce qu'hier, deuxième mi-temps, je sais même pas si on a eu une occasion franche. Ouais, je crois que j'ai vaguement souvenir d'un débordement ou deux, mais je suis pas sûr que ça se termine en frappe.
Bah ouais, tu subis, tu fais le dos rond. Mais au-delà de ça, sur les deuxièmes mi-temps de manière générale, et je pense que c'est paradoxalement encore plus marqué hier, bah, c'est la peur de perdre. Et hier, ça se voit, ils reviennent en essayant de tenir. On essaye même plus d'attaquer, c'est défense. Et malheureusement, bah, ça plie dans le dernier quart d'heure. Hein. On prend le but, je crois, à la 78e. Mais je pense que hier, vraiment, t'avais une espèce d'inhibition, c'est-à-dire de te dire, bah ouais, le match nul, finalement, c'est peut-être pas un si mauvais résultat. Et qu'ils ont sans doute, je pense, voulu inconsciemment peut-être essayer de le garder au maximum. Et puis il y a ça aussi, dans les autres matchs, bah, quand t'en as pris 2, t'as pas envie de prendre le 3e, puis t'as pas envie de prendre le 4e, puis t'as pas envie de prendre le 5e. Et je pense que du coup, on se retrouve effectivement constamment à laisser le ballon adversaire, constamment sur le reculoir, ce qui est usant physiquement, ce qui est usant mentalement. Et c'est pour ça que cette première demi-heure hier, elle était encore plus kiffante, de voir une équipe qui a envie d'y aller, envie de prendre un petit peu le ballon, envie d'essayer d'attaquer, de faire un peu mal à l'adversaire. Ça nous changeait parce qu'effectivement, pour une fois, on s'est pas présenté en chien battu devant les autres, quoi. On a essayé d'être un peu conquérant et c'était ça qui faisait du bien. Et je pense que de toute façon, si on a encore une chance, moi je suis pas encore résigné à 100%. Je pense qu'on a encore une carte à jouer, notamment si on fait un bon mercato. Ce qui est peut-être pas si mal parti que ça. Si on veut avoir une chance, de toute façon, ça passera par un état d'esprit beaucoup plus conquérant comme on l'avait la saison dernière. On l'a eu par moment aussi cette saison, parce qu'on mine de rien, on a quand même 4 victoires, c'est pas rien non plus. Si on retrouve ça et si on arrive à le garder surtout dans la durée, bah on a encore une carte à jouer, je pense. Eh ben, transition toute trouvée. Avant de conclure cette première partie, je voulais vous poser la question fatale. Est-ce que selon vous l'affaire est pliée ou est-ce qu'on a encore des chances de se maintenir? Romain. C'est pas évident. C'est pas évident parce que bien évidemment j'ai envie d'y croire et je me dis que sur cette deuxième partie de saison on n'a pas fait un nul depuis le début de l'année. L'idée ça serait d'aller chercher des nuls contre des très gros et des victoires contre alors attention je veux dire un terme que personne aime là face à notre championnat et un peu moins notre championnat comme Lens hier, ça aurait été très bien. Non, mon cœur ciel et marine va te répondre que c'est pas plié parce que j'ai envie d'y croire. On a Gilles qui veut intervenir. Je vais le faire entrer tout de suite. Et Gilles va nous répondre. Alors Gilles, est-ce que c'est plié ou est-ce que tu veux aller à Rodez avec François Manoury et Benoît Donquel? C'est avec Benoît que je veux aller. Salut les gars. Pour François, bah moi j'irai à Rodez avec François, moi, puis c'est tout. Mais y a pas de souci, on ira ensemble, mais c'est juste pour embêter Benoît. Je rebondis tout de suite parce que je viens d'écouter Romain. À la régulière, les gars, on a mis 12 points. On va se sauver à combien? 34? C'est-à-dire qu'il faut faire x2. x2, ça fait, grosso merdo, 6 victoires et 4 nuls. Donc ça veut dire qu'on gagne, on est en première partie de tableau, sur les matchs retour. Voilà, c'est bon, non mais à un moment, on peut prendre le truc dans tous les sens. Si on veut vraiment dire, on veut se sauver, oui, il faut combien de points? Faut ça, faut refaire ça, faut quoi? Bah faut faire ça. Il a tué le game, bien joué. Voilà, bah écoutez, on va passer à la partie mercato. On a Ludo qui veut intervenir. Attendez, je vais faire rentrer Ludo. Et puis voilà, on va faire un petit tour de table. Bonsoir Ludo. Ludo, est-ce que tu nous entends? Il faut juste que tu actives le micro en bas à gauche si tu veux t'exprimer. Excusez-moi, oui, bonsoir. Pas de souci, bonsoir Ludo. Donc oui, tout d'abord, bonsoir à François. On se connaît, on a été au lycée ensemble. Bah dis donc, et ben voilà, je vous laisse vous retrouver les gars. On t'écoute Ludo, vas-y. Non, mais ça va être vraiment, vraiment difficile. Après, c'est un peu comme tous les ans, on peut attendre quelque chose de bien au mercato. Là, je viens de voir la signature du jour. On a l'impression que c'est quelqu'un de choisi, pas quelqu'un qui arrive un petit peu comme ça, comme le cheveu sur la soupe, comme on peut avoir pour Ousni par exemple. Voilà, un gars de 31 ans qui a baroudé un peu en Europe. Je pense que ça pourra être bien pour la suite. J'espère encore, comme tout le monde, je pense, 1 ou 2 éléments, parce qu'on va en perdre d'autres. Et après, c'est vrai que aller grappiller des points pour les matchs nuls sur des grosses équipes, comme on a pu le faire l'année dernière, si je ne me trompe pas, à Monaco, contre Lens. Là, c'est vrai que de faire aucun match nul, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas du tout à tenir un score.
mais je suis triste et lucide à la fois. Par rapport à l'année dernière, ouais, je suis triste parce que je suis supporter du HAC depuis des années et des années, mais je trouve qu'on n'a pas un effectif cette année qui est capable de vraiment jouer la Ligue 1. On a de la chance d'avoir encore Montpellier derrière nous, avec des joueurs qui pètent les plombs à tous les matchs, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Mais voilà, je pense que c'est uniquement un bon mercato qui pourra nous permettre de rester en Ligue 1 cette année. Merci beaucoup Ludo. De rien, merci à vous. Thomas, tu voulais rebondir sur tout ça. Ouais, moi je vais ressortir ma casquette de capitaine de la team Bisounours. Moi j'y crois. Et je vais t'expliquer pourquoi en 48 points. C'est parti pour le premier point. T'as des PowerPoint ou pas? Non, je vais la faire rapidement en 2-3 points. Déjà, le premier point, c'est que Montpellier, ils sont derrière nous et honnêtement, je pense qu'on les reverra pas. Comme disait Ludo, ils sont en train de péter des plombs de partout. Entre TJ Savanier qui prend un 4-0 en Coupe de France chez une 4e division, dit je m'en bats l'arrêt, je gagne 200 000 par mois. Là, leur nouveau capitaine qui a pris un rouge et qui a dit apparemment au staff en sortant, je m'en bats les couilles, frère. Enfin voilà, les mecs, ils sont voilà, on les reverra pas. Donc, on est 17e. 16e, c'est barragiste. Ça veut dire que tu as une demi-saison pour prendre une place au classement pour avoir une chance de te sauver. Barragiste, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais barragiste, t'es pas en Ligue 2. T'as encore une chance de te sauver. On est à 4 points du barragiste et du premier non relégable. Tu fais une série de 2 bons résultats. Ce qu'aurait pu être le cas hier, on passe pas très loin du match nul, même si voilà, ça aurait été un match nul qui aurait été sans doute un poil abusé. Mais voilà, tu te relances. En plus, on est en train de, voilà, on sent que ça s'active en coulisses pour le mercato. On sent que voilà, le club a pas envie de se laisser mourir. Je veux dire, même, on l'a vu hier, les gars, ils ont combattu un petit peu ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Tu sens qu'en coulisses, ça marine et que ça bouge pour essayer de redonner un peu de fraîcheur à l'équipe. Et puis, c'est pas forcément des mecs complètement cramés non plus qui débarquent alors qu'on n'a pas d'argent. Donc voilà, ça bouillonne un petit peu. Il y a de l'esprit, il y a des choses qui se passent. Et encore une fois, t'as une équipe à doubler. T'as 17 journée pour aller doubler une équipe. T'as Nantes qui est pas forcément au taquet. Bon, Angers, ils sont relancés. Saint-Etienne, mine de rien, ils sont que à 4 points, même si, voilà, avec leur nouvel entraîneur, ça a l'air pas mal. Bah voilà, tu bats Nantes, tu reviens à 1.2. Et puis après, bah voilà, t'as 16 journées pour leur prendre 1 ou 2 points. Donc voilà. Je grossis le trait, Je suis pas si optimiste que ça en vrai. Mais nous condamner à la 17e journée, non, on n'est pas, voilà. J'en suis pas encore là. Je salue l'effort. Moi qui fais partie de la team Bisounours et qui déprime un peu, je salue l'effort. Alexandra, tu voulais réagir? Moi, je veux juste. Alors, évidemment, j'ai applaudi des 2 mains l'intervention de Gilles, même si, comme disait l'intervenant Ludo, ça fait très mal au cœur de penser qu'on n'y croit plus. Et de toute façon, autant qu'il y a des matchs, on va y croire. Mais si je prends les arguments de la team Bisounours, ça veut dire que on compte que sur les joueurs. Parce que jusque maintenant, on a quand même compris qu'il y avait des choses qui nous dérangeaient tactiquement et des choses comme ça. C'est une question, je ne suis pas en train de dire Digard bien ou pas bien. Là, ce que je veux dire, c'est que sur ton argumentation, Thomas, ça veut dire que si on a un mercato qui puisse nous aider, on est d'accord que même si on a des joueurs qui arrivent, il va falloir mettre des choses en place sur le terrain, du relationnel qui soit bon avec les joueurs pour que ça prenne. C'est juste ça. Ouais. Pour moi, il n'y a pas que ces critères de joueurs qui rentrent en ligne de compte sur notre première partie de saison. C'est juste ça. Moi, de mon côté. Alors, si je peux me permettre de répondre. Bien sûr. Oui, alors principalement les joueurs, parce que ça reste ceux qui sont sur le terrain, et je pense qu'effectivement, il y a besoin de rafraîchir, y compris mentalement, l'effectif. Au-delà de ça, et je disais un petit peu tout à l'heure, je suis pas un énorme fan de Didier Ligard, et honnêtement, si demain il saute, voilà, je vais pas le regretter plus que ça. Mais le fait qu'il ait réussi à réinsuffler un petit peu de combativité dans l'équipe hier, ça me fait dire quand même que il a pas perdu le groupe. Les mecs, ils ont quand même encore un petit peu envie de jouer, ils ont envie de jouer pour leur coach, envie de jouer pour les couleurs. Enfin voilà. Hier, on a revu un peu des combattants, même si ça a duré qu'une grosse demi-heure. Donc je me dis que voilà, il arrive quand même encore à insuffler un petit peu d'état d'esprit, un petit peu de quelque chose. Voilà. Après, je dis pas qu'il y ait des problèmes relationnels. Je pense que Targaline, on le reverra pas très souvent, et je pense qu'on est en train de lui chercher une porte de sortie. Mais tu vois, d'avoir viré ceux qui entre guillemets boudaient sans doute, je pense à Opéry, je pense à Targaline, il y en a peut-être d'autres qu'on connaît pas, je t'avoue que je lis pas plus que ça les ragots. Peut-être que voilà, c'est aussi ça dont lui il a besoin pour travailler plus sereinement, je sais pas, je suis pas dans le secret du groupe.
Mais voilà, je me dis qu'il a peut-être encore une carte à jouer. Je l'espère en tout cas. JC, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui était notre spécialiste maintien de la saison dernière, à qui on comptait les pions à chaque journée? C'était la belle époque. Ah, ça chauffait la dernière, ça chauffait la calculette. Non, bah là, dans l'état actuel des choses, non, ça me paraît très très compromis. Au-delà de nous, il y a aussi la concurrence. Moi, quand je vois Saint-Étienne, ils vont avoir un budget pour recruter, ils ont changé d'entraîneur, et là, comme par magie, bah, ça a l'air de prendre. Nantes qui est au-dessus, et dans d'autres malheurs, c'est Angers hier qui a été gagné à Montpellier. Parce que même si Montpellier aurait gagné, on aurait été dernier, mais au moins la marge pour les barrages me semblait plus réalisable. Là, Angers est à 7 points ou 9 points, je sais même plus. Non, 7 points, sur 7 points. Et c'était, voilà, pour moi, c'est notre concurrent, quoi. Et là, ça me paraît compliqué par rapport à l'adversité, et vraiment même en cas de super recrutement, etc. Mais non, pour moi c'est compliqué là, très très compliqué. Angers, de toute façon, l'affaire va être vite résolue puisqu'on y va dans moins d'un mois le 2 février là-bas. Donc là, on en saura plus à ce niveau-là. Il faudrait faire une série, il faudrait vraiment faire une série, mais comment? C'est ça le truc. C'est ça. C'est ça. Alexandra, tu lèves la main. Je sais pas si c'est un bug ou si tu voulais vraiment intervenir. Non, je pense que c'est de tout à l'heure. Non, pas du tout. Eh ben, t'as pas mal au bras? Dis à ta main qu'elle redescende, voilà, parce que tu vas avoir des fourmis. Je la vois pas. C'est bon. Elle est partie. Tu vois, il suffit de lui parler et on la voit plus. Je l'ai levée devant le téléphone, mais celle-là, vous la voyez pas. Non. Non, ou alors il y a un problème. Et là, il faudra se poser des questions. C'est clair. En tout cas, voilà, la première partie s'achève sur le retour du match face à Lens et sur le petit bilan de cette première partie de saison. On va attaquer, on en parlait tout à l'heure, le mercato, puisque ça y est, ça bouge avec, on le sait depuis quelques temps déjà, le départ de Steven Goura vers le Cercle Bruges pour 3 millions d'euros et un bonus à la revente, ainsi que le départ de Christopher Operi pour Başakşehir en Turquie pour 2 millions. Avant de parler de l'arrivée de notre nouveau joueur, Clément, quel est ton avis, toi, sur ces deux départs que je viens de citer? Après, j'ai pas forcément d'avis à donner vu que c'est obligé. C'est comme si tu me demandais est-ce que je suis content de payer mes impôts. Alors, est-ce que c'est des départs qui vont nous coûter? Est-ce que c'est des joueurs qu'on va regretter? Voilà, si tu veux, je reformule ma question. Operi, ce qu'il a montré la saison dernière, oui. Ce qu'il a montré cette saison, non. Ngora, franchement, je te dis, c'était, je pense, c'est un peu mon chouchou de cette année. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Après, encore une fois, il y a quand tu as du potentiel comme ça, il faut réussir à l'exprimer. Il faut réussir à atteindre ce potentiel. Donc ça, ce sera à lui de jouer. Je pense que c'est intéressant. Il va jouer dans un championnat justement qui est un peu moins intense que la Ligue 1. Et j'espère qu'on le reverra bientôt, en tout cas en France ou dans le top 5. Mais ce joueur-là, ouais, j'y crois vraiment. Je suis un peu triste qu'il parte parce que je pense que lui nous aurait fait du bien en attaque. Donc, mais bon, voilà, comme je t'ai dit, on n'a pas le choix. Je pense qu'il y aura d'autres départs. Donc, on verra bien. Mais non, je suis un peu triste pour Ngora. Operi, à la limite, je préfère qu'il parte parce que c'était pas forcément mon joueur préféré cette saison. À l'heure actuelle. Robin, tu voulais intervenir? Tu veux nous quitter? C'est ça, c'est l'heure pour moi. Et puis j'ai pas révisé mon égyptien, moi, donc je pourrais pas vous apporter quoi que ce soit sur la recrue. Mais non, rapidement, Ngora et Operi, puis avant de vous quitter, Operi, effectivement, le regret qu'on peut avoir, c'est le montant qu'on en récupère, parce que je pense qu'à un moment donné, on espérait bien mieux que ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui était plus là depuis le début de saison, ou en tout cas qui était pas au même niveau que ce qu'il a montré. Et Ngora, oui, on peut nourrir des regrets, mais dans la situation actuelle du club, en fait, on n'a juste pas le choix. Donc, je sais pas, j'ai vu beaucoup de personnes réagir par rapport au transfert de Ngora, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que on a juste pas le choix. Donc voilà. Mais après. Enfin, c'est pas la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation-là, que des fois il y en a qui ont explosé derrière et des fois il y en a qu'on n'a plus jamais revu. Donc je lui souhaite tout le meilleur, mais comme l'a dit Clément, faut encore qu'il aille chercher tout ce potentiel.
Ouais, comme tu dis, on n'a pas le choix. C'est vrai que là, pour le coup, on a un club. En tout cas, ils ont un club à sauver. Et malheureusement, on doit se séparer de certains éléments, dont des joueurs prometteurs comme Ngura, malheureusement. Mais voilà, c'est comme ça. Et je préfère. On en parlait tout à l'heure sur France Bleu, mais je préfère que le club soit toujours en vie et perde ses meilleurs éléments, plutôt qu'un club qui les garde mais qui coule financièrement et qui disparaisse. Donc voilà, chacun se fera son avis là-dessus. Merci Romain pour l'accompagnement et la co-animation. À plus les copains. Bonne soirée camarades. Salut. À très bientôt. Salut. Salut. On a Ludo. Ludo, j'ai pas vu son pseudo, c'était Cornichon. Ludo, tu voulais réintervenir? Oui, toujours sur les transferts. Je suis très étonné des montants, surtout pour Opéry. Je pensais vraiment qu'on récupérerait un peu plus. Je pense qu'on est tous étonnés sur le transfert d'Opéry, malheureusement. Mais effectivement, je pense que c'est dû à sa forme actuelle. Moi, je suis pas étonné. Toi, non. Non. 2 millions, c'est pas beaucoup quand même. Mais attends. Il y a un truc qu'il faut que vous compreniez tous, c'est qu'un marché, ça se régit par deux choses, l'offre et la demande. C'est tout. T'as dit ça, t'as tout dit. Quel club veut d'Opéry en 2025? Enfin, est-ce que tu penses qu'Opéry va déchaîner les foules? Non, voilà. Après, je dis pas qu'il puisse partir en Liga ou en Bundesliga, mais je me disais sur un club, une équipe turque, 2 millions, après, il faut voir aussi combien d'années il lui restait de contrat. Mais, 1 an et demi, je crois. Mais non, mais c'est même pas le problème de contrat. Il aurait pu lui rester 6 ans de contrat. Est-ce que tu penses que Istanbul Başakşehir a 8 millions à mettre sur un joueur? Alors, plus gros transfert, je crois, c'est 4 millions. Mais à ce moment-là, c'est pareil. Si on regarde les derniers matchs de UT, personne va le prendre finalement. Bien sûr. Bien sûr. Ça va être pareil. Parce que vous pensez que UT va partir à 8 millions à... peut-être pas. Non. Je dis pas des gros tarifs. Mais très honnêtement, moi, je suis toujours étonné que peut-être un petit peu au-dessus quand même, mais que lui ou Sanganté qu'on n'a pas vu jouer depuis. Moi, je sais pas, je suis pas aux entraînements, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il est encore là? Enfin, pourquoi est-ce qu'il est quand même sur le banc? Qu'est-ce qu'il a fait pour pas mériter sa place? Est-ce qu'il a vraiment été si mauvais que ça là Sanganté, il était blessé. D'accord, c'est ma faute. D'accord. Ah oui, non. Sanganté était blessé très longtemps là. Il revient là. Mais il revient doucement alors. Hein. Bah oui, mais il s'est blessé, je sais plus comment, mais enfin bref, pour Opéry, c'est ça, c'est que en fait, c'est sûr que on aimerait tous le vendre 8 millions d'euros, 10 millions d'euros, mais c'est pas possible, surtout dans t'as des gros clubs qui vont te mettre 70 millions d'euros ou 50 millions d'euros sur des joueurs quasi inconnus. Le mec de Lens, voilà, énorme, hein. Classiquement, ils vont te mettre 50 millions d'euros parce qu'ils les ont. Mais tu trouves la poule aux odeurs, tant mieux pour toi. Mais voilà, on va dire 60%, 70% des clubs maintenant en Europe, ils vont pas mettre plus de 4-5 millions sur un joueur qui joue la dernière place en Ligue 1 et qui a des stats faméliques en 2025, quoi. Oui, et encore, comme vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être aussi bien de récupérer cet argent-là qu'on va peut-être pas replacer dans des transferts, dans du mercato, mais pour les caisses. Là, pour le coup, pour que le club existe, pour que le club continue à fonctionner, parce que le problème qu'on a avec la Ligue, avec CVC et tout ça, c'est un petit peu toujours, ça fait un peu peur quand même. Et là, j'ai cru voir que c'était peut-être pas encore sûr que c'était acté par la DNCG, la signature de nos joueurs. Ça, non, c'est pas. Enfin, en tout cas, personnellement, je n'ai rien vu en ce sens. On va y revenir tout de suite. Thomas, tu me permets, je crois qu'il y avait Nicolas qui voulait intervenir juste avant et je te laisse la main. Nicolas, tu voulais réagir par rapport au transfert? Oui, on parlait d'Opéry. Moi, je suis d'accord avec Clément. Opéry, s'il avait dû partir à un montant important, il serait parti cet été. Malheureusement, il n'y a pas eu d'offre qui est arrivée. Donc, on récupère 2 millions ou 2 millions et demi selon les informations, plus peut-être un pourcentage à la revente. Finalement, c'est pas si mal que ça, puisque le joueur n'était plus concerné par le hack depuis 6 mois, comme le montrent ses prestations. Et donc, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise opération pour le hack. Thomas, tu voulais toi aussi réagir par rapport à ça? Oui, alors moi je vais répondre à une question qu'on s'est posée il y a 32 minutes. Attends, je me refais le replay d'émission. Ouais. Non, parce que tu sais, moi je suis toujours là dans le timing, dans l'info, dans le live. Non, juste pour vous confirmer, parce que du coup j'ai remis DAZN pour aller vérifier. Il y a bien eu un mini échauffement au retour des vestiaires avec l'échelle, tout ça en bord de terrain. Donc c'est bien eu le mini échauffement au retour des vestiaires. Merci de me rassurer. D'accord. De rien. Qu'est-ce que t'as pensé de cette première mi-temps du coup du match? Non, je suis quand même. Non, pour Opéry, je suis assez d'accord. Hein. Je veux dire, je vois pas qui viendrait foutre plus que 2 millions d'euros sur lui en ce moment.
J'ai adoré le joueur, j'ai adoré sa saison en Ligue 2, j'ai adoré sa première saison en Ligue 1. Je me refais régulièrement le but à Paris. Mais chacun son truc. Attends, c'est un de nos plus beaux buts de la saison dernière. Et non, et le but contre Lyon aussi. Ça, c'est le but contre Lyon aussi, ouais, magnifique. Ouais. Mais arrêtez, on se fait du mal, les gars, on se fait du mal. C'est pas pour rien que déjà cet été, je crois qu'il y a que des Turcs qui étaient venus aux infos. Et je pense honnêtement qu'il doit avoir un peu le seum aussi de finir en Turquie. Je pense que c'était pas là où il voyait forcément la suite de sa carrière. Après, Istanbul Başakşehir, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un des plus gros transferts de leur histoire. Je crois que leur record était à 2,5 millions, donc on n'a pas si mal négocié que ça, quoi, parce que on a réussi à faire cracher quasiment le plus gros chèque de leur histoire à un club pour un joueur qui est pas ouf depuis 6 mois, quoi. Donc ouais, voilà, de toute façon, je vois pas bien qui serait venu mettre 3, 4 ou 5 millions d'euros sur lui, sachant qu'en plus, voilà, maintenant tout le monde sait que la Ligue 1 crève la dalle, les autres pays autour sont très au courant que la Ligue 1 crève la dalle, que Le Havre crève encore plus la dalle que les autres dans la Ligue 1. Ah, donc les mecs, effectivement, ils vont tirer tous les prix vers le bas. Hein. Sachant que nous, on n'est pas menacés pour l'instant, en tout cas, de relégation administrative comme nos amis lyonnais. Parce que, Guillaume, je vais te dire un truc, mais N'Gora, jamais tu le vends. On l'a vendu combien? 2,5 millions là, 2 millions? Je sais même plus combien on l'a vendu. 3 millions avec des bonus à la revente de mémoire. Jamais on le vend 3 millions, même en Ligue 2, il y a 3-4 ans, N'Gora. Non, clairement, ouais. C'est juste que là, tu as un contexte, comme tu dis, il y a un contexte économique qui fait tu vends ou tu crèves. Ah bah c'est ça, voilà. Donc ils sont pas cons, les autres ils le savent. Donc ils vont faire vraiment des offres. À mon avis, ils ont dû recevoir plein d'offres à la con, style 500 000 euros ou 1 million d'euros pour des joueurs. Bah voilà, mais c'est comme ça, quoi. Moi, honnêtement, je suis content qu'ils vendent parce que si on vendait pas, je pense que le club disparaîtrait à l'issue de la saison ou peut-être d'ici 1 ou 2 ans, mais on aurait rejoint un camp national. Plus bas que ça, je pense, honnêtement. Hein. Franchement, de ce que j'entends, c'est vrai que c'est vital pour le club de vendre. Donc ça, faut aussi se mettre ça dans la tête. Alexandra, et puis après, on va laisser Thomas nous faire sa petite présentation de notre nouveau joueur égyptien. Ouais, justement, je vais revenir sur ce que Thomas disait. En effet, à l'international, tout le monde est au courant de la crise des droits télé que la France a subie. Mais je pense que nous, on s'est peut-être tiré des balles dans le pied quand à chaque conférence de presse, à chaque intervention, on parlait qu'on n'avait pas de budget, qu'on n'avait pas de budget, qu'on n'avait pas de budget. On a forcément fait l'affaire de... Je n'ose imaginer ce que Mathieu Bonnemer et Roussier ont eu sur le bureau. Je pense qu'ils ont eu des offres totalement choquantes. Parce que tout à l'heure, on parlait de la loi de l'offre et de la demande. On parle de la loi des entreprises aujourd'hui. Quand tu sais que tu as une entreprise qui tire la langue, bah forcément, tu vas essayer d'aller en profiter. Donc, évidemment, l'histoire des droits télé, tout le monde en a entendu parler. CVC, qui a été le grand perdant, le Havre Athletic Club, tout le monde en a entendu parler. Mais peut-être qu'il aurait été aussi opportun de ne pas trop non plus se tirer des balles dans le pied en pleurant à chaque match qu'on avait des soucis de budget parce que on a forcément attiré aussi de dire, je suis sûre qu'il y a des clubs qui se sont dit, écoute, tu as besoin de vendre ou tu n'as pas besoin de vendre. Et on peut se retrouver dans des situations délicates. Je pense qu'on a aussi trop insisté. On le sait suffisamment qu'on va mal. C'était peut-être pas. Moi, je trouve que c'était peut-être pas trop opportun à chaque match de parler de nos problèmes budgétaires. Enfin, en tous les cas, c'est mon avis. Et merci de l'avoir partagé avec nous tous. On va passer, si vous me permettez, à ce qui s'est passé il y a quelques heures, juste avant le Space. J'ai croisé les doigts très fort pour connaître le nom de cette nouvelle recrue, puisque le hack a teasé l'arrivée d'un nouveau joueur. Donc ça bouge enfin du côté des arrivées, puisque le hack a officialisé, comme je le disais, la signature de l'avant-centre égyptien Ahmed Hassan. Je suis déçu, le nom est pas compliqué. J'aurais aimé un Chukwubuike Mikumezi. Vous voyez, je suis toujours à fond. En provenance du club portugais de Rio Ave. Thomas, t'as bossé sur le joueur. Tu parles même très bien l'égyptien. Tu vas nous en dire plus sur cette recrue, camarade, c'est à toi. Alors moi je vais faire simple, je le connaissais pas trop il y a 6 heures, donc comment ça? Faut pas le dire ça. Donc moi je vais vous faire une présentation par la statistique, parce que moi j'adore les stats, comme tu le sais, je suis prof d'anglais, donc je travaille beaucoup avec les chiffres au quotidien. Non, alors blague à part, plus je fouille dans l'équipe justement, et plus je suis relativement hypé parce que t'as quand même un gars qui a de l'expérience. Alors effectivement là, depuis une saison et demie, il patine clairement. Il a fait une saison dernière qui était pas ouf.
Comme nous, ça tombe bien. Voilà. Et puis cette saison, voilà, il était remplaçant. Hein. Il a fait 9 entrées en jeu en championnat avec Rio Ave, qui est pas non plus une équipe top du championnat portugais. Pour te dire, hein, en championnat, il a joué 167 minutes. Donc voilà, c'est des petits bouts de match à gauche à droite. Mais il a quand même réussi à planter un but en championnat. Il a fait 2 matchs complets en coupe, il a planté. Donc là, il a sur cette saison, hein, pour l'instant, il est sur 11 matchs de buts. Bah, dans notre effectif, ce serait notre meilleur attaquant, hein, tout simplement. Donc voilà. Hein. Non, mais si on remet les choses en perspective, dans notre effectif, ce serait notre meilleur attaquant. C'est effrayant. Voilà. Mais après, dans le profil, il est pas mal. Il y a des choses intéressantes. Bon, j'ai mis, de toute façon, ses stats sur Twitter, mais il a quand même 5 saisons à 10 buts ou plus dans des championnats, voilà, qui sont pas non plus des championnats complètement pétés. Alors c'est pas de la Ligue 1, mais voilà, dans le championnat de Grèce, dans le championnat de Turquie, dans le championnat du Portugal, ça reste des championnats relativement compétitifs. Donc 5 saisons à plus de 10 buts en championnat. Il a même fait une saison à 18 buts à l'Olympiakos il y a quelques années. Et puis surtout, il a un petit côté baroudeur. Il a fait pas mal de clubs. Il est passé, donc il a commencé à Rio Ave, puis après il est passé à Braga, Olympiakos. Il est passé à Konyaspor. Il est revenu à Olympiakos. Après il a fait Aliyanaspor, un autre club turc, retour à Aliyanaspor et retour à Rio Ave. Donc, et à chaque fois en performant plutôt pas mal dans tous les clubs où il est passé, à part Rio Ave là depuis le début de saison. Donc il est capable de s'adapter à un nouvel environnement. Il est capable, voilà, de changer de structure et de garder un niveau de performance qui est pas dégueulasse. Et puis, j'ai envie de dire, il me fait penser un peu au pari André Ayew la saison dernière. C'est-à-dire quelqu'un qui était un petit peu en flottement depuis 1 ou 2 saisons. Et puis, tu prends le temps d'essayer de leur taper, de leur lancer. Et puis, ça a très bien marché qu'André Ayew. Donc, je croise les doigts, je touche du bois. Je sais pas si t'entends, hein, je tape sur ma table. Mais, doucement, tu vas la casser. Mais voilà. Mais voilà, t'as un international qui a quand même 36 matchs en équipe d'Égypte, qui a une 50aine de matchs de Coupe d'Europe, qui a quelques bonnes saisons complètes derrière lui. Si t'arrives à relancer un profil comme ça, sachant qu'en plus le marché des neufs, on l'avait déjà vu depuis 1 an ou 2, le marché des neufs, de toute façon, on ne peut pas, nous, avec nos moyens, aller chercher un neuf payant. Franchement, sans une thune, décrocher un profil comme ça, je suis relativement hypé. Si on arrive à le relancer, ça peut être le gars qui nous plante quelques buts intéressants et peut-être potentiellement salvateurs là, d'ici la fin de la saison. Donc voilà, au niveau des stats, moi ça me botte bien. Si Jérélic a retweeté une vidéo qu'avait fait notre nouveau joueur Ahmed il y a quelques jours, il a l'air d'avoir envie et d'être sacrément revanchard. Donc effectivement, ça en dit long. Je pense qu'il a envie de se relancer et ça peut être pas mal. JC, tu voulais donner ton ressenti sur cette signature. Oui, donc moi je me suis renseigné auprès d'un ancien collègue franco-portugais, supporter du Benfica. Donc il l'a bien connu surtout à ses débuts. Donc il m'a dit qu'à l'époque, il était très très bon, donc avec Rio Ave et Braga de 2013 à 2018. Très fort dans la surface, adroit techniquement malgré sa stature. Il fait quand même 1m91 pour 85 kilos et il a un très très bon jeu de tête. D'ailleurs, à l'époque de Braga, en tant que supporter de Benfica, donc il aurait bien aimé que Hassan rejoigne Benfica. Donc déjà, ça montre le potentiel du joueur à l'époque. Après, donc il est parti en Grèce puis en Turquie et là donc il est revenu dans le club de ses débuts à Rio Ave. Et là, il joue presque plus. En fait, il est barré par 2 attaquants, dont un vraiment apparemment qui est vraiment très très bon, qui s'appelle Clayton. Et donc, il se retrouve le 3e attaquant de Rio Ave. Et en fait, c'est ça qui le chagrine un peu, là, mon avis, parce que le fait que le Hack cherche un 3e attaquant d'un club du milieu de tableau du Portugal, mais après, il connaît pas forcément nos soucis financiers. Et voilà, pour nous, peut-être que ça le fera. Moi, ça me fait penser plus à un profil à la Boutaïb, qu'on a connu il y a 3-4 ans, je sais plus trop. Donc voilà, à voir. Alors, profil peut-être à la Boutaïb, pas au niveau du recrutement, parce que si on se rappelle bien, Raïb Boutaïb, c'était un panic buy entre guillemets signé à la dernière minute du mercato d'été de mémoire. Il a eu du temps. Ouais, Clément, est-ce que tu as un avis? Alors, je sais que t'es pas spécialiste du championnat portugais, mais est-ce que tu as un avis par rapport aux stats? Non, toi, tu es plus spécialisé dans le championnat croate, a priori. J'espère qu'on en parlera bientôt. Est-ce que tu veux nous donner ton avis sur cette signature? C'est quand même un profil plutôt intéressant, joueur qui a l'air assez habile techniquement, grande taille, ça peut être intéressant, non? En tout cas dans le profil, si on
nommer un peu le reste dans le profil, ouais, je pense que Mathieu Bodmer s'est pas trompé, c'est vraiment le profil qui nous manque, amener de la puissance et un relais en attaque avec Thalissa, avec un mec qui sait scorer. Donc en effet, c'est dans le profil, c'est intéressant. Après, c'est plus au niveau de la personne où je pense que c'est un peu plus de mal. C'est un gars qui a 32 ans, je sais plus, 31 ans, 32 ans. 31, ouais. Qui était en équipe B, voire C avec Rio Ave. Rio Ave, faut savoir que voilà, tu parlais de André Ayew tout à l'heure. André Ayew, il était bench, mais en PL. Rio Ave, c'est une équipe mid, voire deuxième. Ils sont dixième dans le championnat portugais, ouais. Deuxième tiers du championnat portugais d'habitude. Après, c'est sûr que comme tu disais, il y a 2-3 ans, il faisait encore des beaux matchs en Turquie. Mais honnêtement, je connais pas son état physique, son état de forme. Je mettrais juste un bémol où là, en tout cas, quand t'es relégable comme ça, t'as besoin d'avoir des joueurs qui vont vite s'adapter, des joueurs qui vont avoir vite des automatismes. Mais je suis pas sûr que le gars parle français de base. Donc ça peut être un peu plus compliqué pour l'adaptation. Alors voilà, moi, même si le profil est intéressant au niveau de la personne, j'aurais pas été forcément choisir ce genre de joueur, mais bon, on verra bien. Thomas, est-ce que sur cette signature-là, c'est pas la patte de la data qui parle là pour le coup? Un joueur dans un 10e milieu de tableau portugais, attaquant pas trop connu. C'est la data qui a parlé là pour le coup. Ouais, c'est la data et le porte-monnaie, on va pas se mentir, hein, des profils oui aussi. Ouais, des profils gratuits de 9 à peu près potables, t'en as pas 150 non plus, donc mais ouais non, et puis en plus je regarde encore à nouveau, hein, sa dernière bonne grosse saison, c'est pas si vieux que ça, 2022-2023, donc l'année où on monte, il fait une saison à 30 matchs, 12 buts, donc en Turquie, donc voilà. Après, effectivement, depuis 1 an et demi, bon, il est un peu dans le dur. Je pense qu'il a eu des blessures aussi parce qu'il a pas joué tant que ça. Hein. Il a fait une 30aine de matchs en 1 an et demi. Mais ouais, data sans doute. Après, c'est aussi un profil qui nous manque, hein, quelqu'un capable de jouer en pivot devant. Bon, on avait Ngoura éventuellement, mais bon voilà, de toute façon, il est parti. Ça peut être pas mal. En plus, effectivement, comme disait, je crois que c'était toi qui disais ça, Guillaume, ça a l'air d'être une bonne masse, hein, physiquement. Il a posté effectivement une vidéo il y a quelques jours. Tu sens que le gars, il a envie d'en découdre. Peut-être que lui, au moins, il piochera pas passer la 70e minute. Mais voilà, il a l'air en forme physiquement, il a l'air d'en vouloir. Il a été, jusqu'à il y a pas très longtemps, pas maladroit devant le but. Pour 0 €, on peut pas demander beaucoup plus que ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc effectivement, voilà, c'est un pari, un de plus, on va dire, sur la longue liste des paris que le Hack doit faire depuis déjà 2 ans, voire peut-être plus. Donc voilà, on va croiser les doigts. À mon avis, il risque d'être juste. C'est même impossible qu'on le voit à Reims ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça me paraît compliqué. On le reverra probablement. Faut voir les délais d'enregistrement. Hein. Ouais. Bon, après, voir, écoute. Il est arrivé hier, il peut faire son premier entraînement aujourd'hui. S'il est enregistré d'ici le milieu de la semaine, ouais, moi je serais pas étonné de le voir, de le voir dans le groupe. Hein. Si administrativement ça roule, pourquoi pas. Pour info, il a signé jusqu'à la fin de la saison pour l'instant, un peu comme André Ayew la saison dernière. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Il y aura a priori d'autres mouvements, que ce soit du côté des arrivées et des départs. Donc on en rediscutera tous ensemble. Voilà, on va conclure tranquillement ce premier space de l'année 2025. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à vous retrouver tous. C'était vraiment très agréable. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci à la team habituelle. Merci Alexandra. Merci Nicolas. J'ai oublié. Il y avait Jim et il y avait. Je vais l'appeler Cornichon parce que j'ai oublié son nom, le pauvre. En tout cas, c'est Ludo. Merci. Et merci François Manoury d'être intervenu. Ça m'a fait bien plaisir de t'avoir parmi nous, de pouvoir t'entendre. C'était très sympa, cher François. Donc voilà, nous, on va se retrouver tranquillement dans 15 jours après le match face à Brest. Donc ça sera le 27 janvier. D'ici là, j'espère que le Hack aura engrangé un peu plus de points et que voilà, on aura des motifs de satisfaction un peu plus importants que ceux qu'on a évoqués aujourd'hui. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère vous retrouver très très vite. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et allez le Hack.